Alors cet exposé n'est pas une explication exhaustive des différentes théories postmodernes. Parce que déjà, il y en aurait pour des jours, ils ont été très productifs, ce serait très peu compréhensible, et ça n'aurait aucun intérêt. Parce que même s'il y a différents courants postmodernes, tous ces courants ont beaucoup de traits communs, qui découlent tous d'un élément fondamental. Ils rejettent tous, sans exception, le marxisme et sa philosophie, le matérialisme dialectique. En fait, ils rejettent tous, sans exception, la possibilité de comprendre le monde scientifiquement et donc de pouvoir le transformer. Alors, je vais m'appuyer sur une critique des idées postmodernes pour expliquer les idées du matérialisme dialectique et du marxisme en général. Marx écrivait dans sa 11e thèse sur Feuerbach: les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe aujourd'hui, c'est de le transformer. Cet élément est totalement nouveau dans l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que Marx extirpe la philosophie du monde brumeux des chaires universitaires et lui donne un rôle révolutionnaire, celui de la transformation du monde. Alors pourquoi parler du postmodernisme? Engels disait que la lutte des classes devait se développer à 3 niveaux. Il devait y avoir la lutte économique, pour les salaires, les conditions de travail, etc. La lutte politique, pour la prise du pouvoir par la classe ouvrière, mais aussi la lutte idéologique. On doit défendre le matérialisme dialectique. En réalité, c'est notre première arme pour la victoire de la Révolution. Et la bourgeoisie, notre ennemi, mène aussi une lutte idéologique. Elle défend le capitalisme. Elle a toutes sortes d'idées réactionnaires de droite, le racisme, le sexisme, l'homophobie, qui permettent de diviser la classe ouvrière et de détourner son attention, comme on l'a expliqué hier, des véritables causes de la misère, du chômage, de la régression sociale. Mais elle a aussi des idées de gauche, entre guillemets, en particulier dans les universités, qu'elle déverse via la philosophie, l'histoire, les sciences sociales. En réalité, elle fait des universités une véritable courroie de transmission de ces idées. À cet égard, elle a massivement financé, et elle continue de financer massivement, les laboratoires postmodernes à l'université. Et ces idées-là, les idées postmodernes, sont particulièrement dangereuses pour une chose, c'est qu'elles se donnent une apparence radicale, voire révolutionnaire parfois, ce qui touche de nombreux jeunes et touche aussi le mouvement ouvrier et ses organisations. Sauf que ces théories aussi divisent la classe ouvrière dans la pratique. Sur le plan politique, le postmodernisme est la base théorique de ce qu'on appelle les idées intersectionnelles, ou les politiques identitaires, ou terme moins scientifique, le wokisme. J'y reviendrai. Et la bourgeoisie joue un double jeu à l'égard du postmodernisme. 1, elle encourage, elle le finance massivement dans les laboratoires, etc. 2, elle lâche les chiens, les Pascal Pro, les Cyril Hanouna, les Trump, qui fulminent sans arrêt contre le wokisme. Et là, il faut être ferme là-dessus. Quand elles viennent de la droite, ces critiques contre le postmodernisme n'ont aucune valeur théorique. Aucune. Et en réalité, elles ne sont qu'une manière d'attaquer la gauche, d'attaquer le mouvement ouvrier, d'attaquer les immigrés, d'attaquer les femmes, d'attaquer les personnes LGBT. Par contre, nous, en tant que marxistes, on doit critiquer ces idées de la gauche tout en dénonçant tous les réactionnaires qui instrumentalisent ces idées, ces théories, pour attaquer la gauche et les opprimer. Alors, qu'est-ce que le postmodernisme, d'abord? C'est un courant de pensée qui prend pour point de départ le rejet de ce qu'ils appellent la modernité. C'est-à-dire toutes les idées qui émergent à partir des Lumières au XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'ils leur reprochent? Ils leur reprochent d'être la source de toutes les horreurs du XXe siècle, couronnées par les 2 guerres mondiales. Ces 2 guerres, pour les postmodernes, auraient été la conséquence du progrès scientifique et de la recherche de la rationalité. Donc pour les postmodernes, si le progrès a ensuite donné Auschwitz, il faut rejeter le progrès. Si la science a ensuite donné Hiroshima, il faut rejeter la science. Une parenthèse, ce courant a impacté beaucoup de domaines. La philosophie, bien sûr, mais aussi l'histoire, l'art, la musique, le cinéma. Il y a beaucoup de films impactés par le postmodernisme. Par exemple, Avatar, des films de ce genre. C'est-à-dire des films qui prennent un retour à la nature, à l'animisme ou à la magie, contre la méchante science qui amènerait nécessairement la destruction de l'humanité. C'est assez courant, ça. Donc les postmodernes rejettent en réalité toute rationalité. Le terme postmoderne a été popularisé par Jean-François Lyotard, postmoderne lui-même très influent. Dans son livre « La condition postmoderne », publié en 1979, il écrit « Je définis le postmodernisme comme l'incrédulité à l'égard des méta-récits. » Très important pour eux le terme de méta-récit. Un méta-récit étant tout ce qui cherche
à produire des théories générales de compréhension du monde. Les Lumières d'abord, mais méta-récit entre guillemets encore plus conséquent, le marxisme. Alors je reviendrai sur cette idée de méta-récit plus tard. Je vais expliquer d'abord d'où viennent les idées postmodernes, c'est-à-dire quel est le contexte historique, politique, qui a favorisé leur émergence. Parce que le marxisme, justement, nous permet de le faire. L'ascension de la bourgeoisie entre le XVIe et le début du XIXe siècle a produit d'immenses philosophes, immenses. Descartes, Spinoza, Locke, Kant, Hegel, les matérialistes français du XVIIIe siècle. Et cette révolution dans le domaine des idées, dans le domaine de la philosophie, reflétait le rôle progressiste, le rôle révolutionnaire même, que jouait la bourgeoisie à l'époque, qui était celui de développer les forces productives et de préparer leur libération des entraves féodales. Ce qui s'est accompli de la façon la plus limpide dans la Grande Révolution française de 1789 à 1794. Ce qui a produit d'immenses progrès dans le domaine de la science, de la culture, de la philosophie, des progrès que rejettent entièrement les postmodernes. Mais à un certain niveau de développement, la bourgeoisie s'est transformée en une classe réactionnaire, en une classe contre-révolutionnaire. Au lieu de faire croître les forces productives, elle est devenue une entrave à leur développement, et donc une entrave au progrès de l'humanité. Et le fait qu'elle est devenue une classe réactionnaire s'est clairement manifesté dès le XIXe siècle. Vous avez des crises économiques, la répression sanglante des ouvriers, la répression de la Commune de Paris, etc. Et de façon encore plus effroyable, au XXe siècle, avec les fascismes, les 2 guerres mondiales. De manière très générale, aujourd'hui, la bourgeoisie a perdu confiance dans son système, confiance en elle-même. Aucun philosophe bourgeois, aujourd'hui, n'est capable de fournir une théorie un tant soit peu conséquente. Ne comparez pas Hegel à Bernard-Henri Lévy par pitié. Je pense que personne ne le fera dans cette salle. Ça devrait être une condition d'adhésion, ça, par ailleurs. Peut-être qu'on le rajoute. Et l'émergence de la philosophie postmoderne est un symptôme du fait que le système est dans une impasse totale et reflète le pessimisme d'intellectuels petits bourgeois incapables de comprendre tout simplement ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que ça va mal? En réalité, le postmodernisme a émergé dès les années 30, sous la forme de l'école de Francfort. C'était une révision postmoderne du marxisme en réaction au stalinisme. Vous aviez Adorno, Marcuse, Horkheimer, etc. Je n'ai pas le temps de développer. Mais incapable d'expliquer la cause de la dégénérescence de la révolution russe et du stalinisme, l'école de Francfort, tous ces intellectuels vont rejeter le marxisme. Même chose pour les postmodernes français de ce qu'on appelle la French Theory. Ils ont émergé dans la période d'après-guerre, dans les années 60-70. Vous aviez Guattari, Foucault, Derrida, Lyotard, etc. Pour eux, si le capitalisme s'est maintenu et a produit encore une guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, si le stalinisme s'est renforcé, eh bien c'est que le marxisme ne fonctionne pas. C'est leur conclusion. Et donc il faut réviser le marxisme. Puis le postmodernisme a pu se développer et se cristalliser suite aux défaites qui ont suivi une période d'intense lutte des classes. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis dès les années 50. Les révolutions coloniales, lutte intense des peuples opprimés pour leur émancipation, Vietnam, Chine, Algérie, etc. Et puis mai 68, une révolution manquée, la plus grande grève générale de toute l'histoire de France, qui a posé la question de qui dirigeait la société, la bourgeoisie ou la classe ouvrière. Mais tous ces mouvements ont échoué. Les révolutions coloniales n'ont pas abouti sur des États ouvriers démocratiques, mais sur des États ouvriers déformés sur le modèle stalinien. Et mai 68 a été trahi par les staliniens, par le Parti communiste français. Comme beaucoup de révolutions, vous savez, le stalinisme craignait qu'une révolution ailleurs ne provoque une révolution politique en URSS et ne menace les intérêts de la bureaucratie. Et beaucoup d'intellectuels de gauche sont déçus, après leur enthousiasme révolutionnaire initial, ils n'arrivent pas du tout à tirer les leçons de ce qui s'est passé. Si ça n'a pas marché, finalement, encore, ils se disent que c'est le marxisme qui est faux. Ils ne comprennent pas que dans toutes ces révolutions, comme on l'a expliqué hier, ce qui a manqué, c'est justement un parti révolutionnaire véritablement marxiste. Ils ne comprennent pas que le stalinisme, eh bien, c'est pas le marxisme. Et donc, il faut souligner l'immense responsabilité du stalinisme dans le développement et la cristallisation des idées postmodernes. Beaucoup d'intellectuels, mais aussi des jeunes, étaient dégoûtés par le marxisme officiel. Parce que le marxisme officiel, eh bien, c'était le stalinisme à l'époque. Par ses trahisons des révolutions, etc. Mais aussi particulièrement dans la lutte, ou plutôt dans son manque de lutte contre les oppressions. Dans les années 70-80, explosent des mouvements de lutte contre les oppressions, femmes, LGBT, contre le racisme, etc. Mais les staliniens ignoraient
la lutte contre l'oppression des femmes, ils ignoraient la lutte pour l'émancipation des LGBT, parfois même les rejetaient, puisque le stalinisme considérait, je le rappelle, l'homosexualité comme une déviation petite bourgeoise. J'ai cité par exemple Jacques Duclos, grand responsable du PCF. Alors qu'il y avait un homosexuel qui lui posait une question dans un meeting, écoutez ce qu'il lui a répondu. « Comment vous, pédérastes, avez-vous le culot de venir nous poser des questions? Allez vous faire soigner. Les femmes françaises sont saines, le PCF est sain. Les hommes sont faits pour aimer les femmes. » Et à Jacques Duclos de conclure, « Vous êtes tous des anormaux. » Voilà. PCF. Sur la question de l'immigration également. Georges Marchais, dans un meeting, grand meeting du PCF. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Voilà. Ça, c'était la position des staliniens. Donc, ça a dégoûté, normal, beaucoup de jeunes militants honnêtes, et ça a renforcé la tendance à séparer la question des oppressions de la question de classe. Or, les deux sont liés. Et encore aujourd'hui, il y a un a priori chez certains militants que les marxistes ne s'intéressent pas sérieusement à la question des oppressions. C'est totalement faux. Et les intellectuels de gauche, au lieu de rejeter le stalinisme et de renouer avec le véritable marxisme, le marxisme orthodoxe, ils vont jeter le bébé avec l'eau du bain, donc ils vont rejeter et le stalinisme, mais aussi le marxisme. Le postmodernisme a continué d'évoluer, a été renforcé par l'effondrement de l'URSS et la vague de propagande réactionnaire qui a suivi, qui s'est forcé d'attaquer le marxisme, puis a donné naissance à de nouveaux courants, la théorie queer, le postcolonialisme, etc. Toutes ces théories ont été influencées par les idées postmodernes, qu'ils en soient conscients ou non. Ils rejettent toutes ces théories rejettent le marxisme et le matérialisme dialectique. Alors maintenant, je vais m'arrêter un peu justement sur le matérialisme dialectique, sur la philosophie du marxisme. Tout à l'heure, j'ai expliqué que la bourgeoisie avait produit d'immenses philosophes dans la période de son ascension. Eh bien, leur héritage n'est pas perdu. Le marxisme, en réalité, s'est servi des philosophies les plus éminentes de l'histoire, notamment de Hegel et de ses dialectiques, et des matérialistes français du XVIIIe pour produire le matérialisme dialectique. En réalité, il faut savoir que toute philosophie conséquente dans l'histoire a tiré les leçons de ses prédécesseurs. Par exemple, Hegel s'est appuyé sur Kant, ainsi de suite. Pour les postmodernes, ce n'est pas le cas. À les écouter, on dirait qu'ils sont tombés d'un coup, comme ça, tout fait du ciel, donc on ne sait d'où. Eh bien, la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique, n'a pas surgi à l'écart de toute l'histoire de la philosophie. Elle est la continuation des plus grandes philosophies qui ont parcouru l'histoire humaine. Et elle est la continuation directe et immédiate des grandes philosophies bourgeoises. Marx n'a inventé ni le matérialisme, ni la dialectique. La dialectique est une méthode de pensée très ancienne qu'on peut retrouver chez les Grecs anciens, notamment chez un certain Héraclite. C'est une méthode de pensée qui considérait le monde comme étant en mouvement perpétuel, mouvement continu. Héraclite disait « tout coule, rien n'est figé ». Par la suite, la dialectique a été portée à son paroxysme par le grand philosophe allemand Hegel, qui a développé l'idée que le mouvement, que tout était en mouvement, oui, mais que le mouvement obéissait à certaines lois, à des lois dialectiques. Et que sa philosophie du mouvement, son système, le système de Hegel, nous permettait de comprendre le monde tel qu'il était. Sauf que Hegel se trompait sur un point fondamental. La philosophie de Hegel était idéaliste et non matérialiste. Alors qu'est-ce que l'idéalisme? Il y a deux grands courants de la philosophie qui ont traversé l'histoire, l'idéalisme et le matérialisme. Le premier, l'idéalisme, considère tout simplement que ce sont les idées qui créent la matière. Hegel, par exemple, pensait qu'il y avait, avant le monde, une idée absolue. Pour résumer très grossièrement, en réalité, c'était une sorte de Dieu, l'idée absolue. L'idée absolue s'aliéner, se réaliser dans le monde pour produire la réalité. Vous voyez ? Le matérialisme, c'est le contraire. La matière est première, et les idées n'en sont que le produit. Et ce courant remonte aussi chez les Grecs anciens, notamment chez Démocrite. Il a été développé massivement par les matérialistes français du XVIIIe siècle. Marx va reprendre la dialectique et ses lois de Hegel et les place sur une base matérialiste. Marx et Engels s'appuient sur la science, sur une étude de la réalité, pour montrer que ces lois sont à l'œuvre dans tout le monde réel, en réalité. Dans la nature, dans l'histoire des sociétés humaines, et même dans la pensée humaine. Alors, j'ai pas le temps de décrire toutes ces lois, je vais me concentrer sur une seule. Celle de la transformation de la quantité en qualité, qui est simple à comprendre. C'est une loi qui explique qu'une accumulation de changements quantitatifs produise à un certain point un changement qualitatif, un changement d'état. Un exemple dans la nature, par exemple, l'eau.
L'eau se met à bouillir, vous avez une accumulation de degrés, à un moment donné, vers les 100 degrés, tac, il y a une petite accumulation de plus, et là elle change d'état, et elle se transforme à l'état gazeux. Eh bien c'est pareil dans l'histoire des sociétés humaines. Par exemple, une grève ou une révolution. Vous avez une accumulation d'attaques, accumulation de politiques d'austérité, accumulation d'humiliation, etc. Et à un moment donné, vous avez un petit fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, phrase éminemment dialectique, et là, vous avez une grève qui éclate, ou une révolution. Par exemple, les Gilets jaunes, c'était la taxe carbone. Au Chili, en 2019, c'était la hausse de 30 centimes du ticket de bus ou de métro, je ne sais plus. Et là, vous avez une révolution, donc un changement d'état. Et cette loi revient constamment dans l'histoire des sociétés, dans la pensée humaine et aussi dans la nature. Et ce fait-là, ce fait que la transformation de la quantité en qualité revienne constamment dans la science et l'histoire, si on demande aux postmodernes, c'est un hasard. Tenter de dire le contraire, tenter de dire que ce n'est pas un hasard, ce serait un méta-récit. Alors comme je l'ai dit, les postmodernes rejettent les méta-récits. Ces théories qui essaient de comprendre, comprendre les lois générales qui parcourent la nature et l'histoire. Pour eux, ce serait totalisant. Il y a mon directeur de mémoire en master, parce que je suis dans un master éminemment postmoderne, qui me disait même, c'est une théorie totalisante, donc une théorie totalitaire. Veuillez comprendre, le marxisme amène forcément au stalinisme, et on fait comme l'éducation nationale, on met Lénine, Staline et Hitler dans le même chapitre sur les totalitarismes au XXe siècle. Vous voyez où ça amène? Voilà. Donc en revenant à des choses sérieuses. Effectivement, le marxisme propose une grille de lecture cohérente du monde et de l'histoire des sociétés. Pour ce faire, Marx et Engels ont appliqué le matérialisme dialectique, leur méthode d'analyse scientifique, à l'histoire humaine et à l'économie. Et là, vous avez les trois parties constitutives du marxisme, la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique, la théorie de l'histoire, le matérialisme historique, et la théorie économique de Marx, le capital. Je vais m'arrêter sur l'histoire humaine, le matérialisme dialectique, historique, pardon. Marx et Engels ont placé pour la première fois l'histoire sur des bases scientifiques. Comme pour toute science, ils ont tiré des lois générales. Ici, les lois générales qui régissent le processus historique. Ils expliquaient que le moteur de l'histoire était le développement des forces productives, c'est-à-dire tout ce qui permet aux hommes, tout simplement, de produire et de reproduire leur vie. L'agriculture, l'élevage, la technique, la science, la technologie, etc. Donc, en dernière analyse, c'est un facteur économique qui détermine le processus historique. C'est la capacité, tout simplement, des hommes à dominer la nature, à produire leur vie, et donc à développer les forces productives. À chaque niveau de développement des forces productives correspondent des rapports de production et un mode de production spécifique. Et ils ont montré que lorsque les rapports de production devenaient une entrave au développement des forces productives, s'ouvrait une ère de crise, une ère de révolution, et le système doit être renversé. Ainsi se sont succédés, dans l'histoire, les modes de production asiatiques, esclavagistes, féodales, capitalistes, et celui qui nous reste à construire en libérant les forces productives, le socialisme, qui est la première phase du communisme. Et à chaque fois, il y avait des modes de production associés, l'esclavage, le servage, le salariat, etc. Et ils expliquaient qu'au sein de ces rapports de production, des classes étaient en lutte, des classes aux intérêts irréconciliables. Première phrase du manifeste du Parti communiste, écrit en 1848, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les conditions objectives sont réunies pour le socialisme. Le capitalisme a déjà développé la technique, l'industrie et la science nécessaires pour répondre aux besoins de toute l'humanité. Cependant, sous le capitalisme, à cause de la propriété privée capitaliste, l'économie ne sert pas les besoins de l'humanité, mais les profits d'une minorité, de la majorité, mais les profits d'une minorité parasitaire. Les rapports de production, le salariat en fait, le fait qu'il y ait une bourgeoisie qui s'approprie les richesses, qui capte les richesses produites par la classe ouvrière, sont devenus une entrave au développement des forces productives. Donc, programme du marxisme, il faut exproprier la bourgeoisie pour permettre à nouveau de libérer les forces productives et répondre aux besoins de toute l'humanité par la planification démocratique de la production, c'est-à-dire par le socialisme. Ça veut dire nourrir tout le monde, c'est possible de le faire, loger tout le monde, soigner tout le monde des maladies qu'on s'est déjà soignées, ce que la science et la technique, n'en déplaise aux postmodernes, peut aujourd'hui nous permettre de faire. Mais il faut les libérer des entraves de l'économie de marché, ce qui permettrait de les faire progresser pour libérer l'homme du travail contraint et de réduire indéfiniment le temps de travail. Et donc permettre à toute l'humanité, pour la première fois de l'histoire, d'accéder à l'art, à la culture, à la philosophie, mais aussi en finir avec l'exploitation, les oppressions, les guerres, la misère et la destruction de l'environnement. Voilà. Mais non, c'est totalisant, nous dirons les postmodernes, donc totalitaires. Ainsi, on dispose d'une catégorie scientifique qui nous permet de comprendre ce qui est progressiste dans l'histoire ou ce qui ne l'est pas.
ce qui est progressiste et tout ce qui favorise la révolution socialiste, et ce qui est réactionnaire et tout ce qui fait obstacle. Et le progrès dans l'histoire est déterminé donc par un facteur qui n'est ni subjectif, ni moral, mais un facteur objectif. C'est la croissance des forces productives. Pour les postmodernes, il n'y a aucun progrès dans l'histoire. Il n'y a aucune loi. Toutes les époques et les systèmes se valent. L'époque où on mourait de la peste noire en France et où la famine tuait un nourrisson sur deux, oh, c'était pas pire qu'aujourd'hui. C'est relatif, vous voyez, nous diront les postmodernes. Même chose pour le postcolonialisme. Selon ces théories, héritées du postmodernisme, non seulement les systèmes se valent, mais ce qu'ils appellent la rationalité occidentale est inopérante, en Orient par exemple. Elle est même oppressive. Donc les travailleurs des grandes puissances impérialistes ne doivent pas se mêler de ce qui se passe dans les pays opprimés par ces mêmes puissances impérialistes. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre tout simplement. Et bien souvent, toutes ces théories, décoloniales, postcoloniales, c'est pareil, finissent par une idéalisation des traditions et des gouvernements les plus réactionnaires des pays dominés par l'impérialisme. Une idéalisation des mêmes gouvernements que combattent les travailleurs des pays opprimés. Alors c'est facile de répondre aux théories décoloniales. Est-ce qu'il y a des classes en Orient? Oui. Est-ce qu'il y a une économie de marché? Oui, c'est objectif. Est-ce qu'il y a la propriété des grands moyens de production? Oui, 3 fois oui. Donc le marxisme est opérant. Il fournit d'ailleurs un programme de lutte contre l'impérialisme et contre l'oppression nationale. Je vous renvoie à l'exposé d'hier matin. Mais non, c'est totalisant, donc totalitaire, nous répondront les postmodernes. En fait, ils rejettent toutes nos catégories scientifiques. Pour être plus précis, les postmodernes accusent les marxistes de réductionnisme, c'est-à-dire de tout réduire à l'économie, à un facteur économique. Au passage, non pas un facteur économique, complètement à l'économie. Au passage, et j'en ai souffert aussi dans mes cours de fac, les postmodernes critiquent le marxisme, alors soit sans avoir lu Marx, soit sans avoir compris Marx, soit en faisant semblant de ne pas l'avoir compris. Mais donc ils déforment complètement et constamment le marxisme pour pouvoir le critiquer, parce que sinon ils n'y arriveraient pas. Lyotard, dans le même livre, La condition postmoderne, je le cite. Le marxisme prétend réduire l'ensemble des transformations sociales à la seule logique de la lutte des classes et de l'économie, faisant fi de la diversité des jeux de langage et des discours qui façonnent la réalité. C'est faux. Le marxisme ne fait pas fi de ce qu'il appelle la superstructure. Pas du tout. Les hommes et leurs idées, leurs sentiments, leurs actions, leurs discours, concept très important pour les postmodernes, vous allez voir, leurs discours ont une influence sur l'histoire pour le marxisme. Mais, ce qu'explique le marxisme, leurs idées, leurs sentiments, leurs actions, leurs discours sont, en dernière analyse, conditionnés par le développement des forces productives. Alors bien sûr, ce n'est pas un rapport mécanique, mais par exemple, un exemple très simple. Si on a eu l'idée, dans notre tête, d'organiser cette école, c'est parce qu'on vit sous le capitalisme, et que l'impasse de ce système, l'impasse économique, nous a convaincus qu'il fallait le renverser. C'est comme ça que l'idée est arrivée dans notre tête. Et si on organise cette école, c'est pour construire le parti révolutionnaire qui permettra de renverser ce système. Donc on sait que notre action, que notre discours, en réalité, a une influence sur l'histoire. Le discours que je suis en train de produire, et l'ensemble des discours qui ont façonné notre mouvement, découlent tout simplement de la nécessité d'agir pour transformer le système, pour renverser le capitalisme. Par ailleurs, Marx et Engels avaient déjà répondu aux critiques depuis longtemps que produisent les postmodernes et qui ne sont pas nouvelles. Je vais citer l'entièreté de la citation d'Engels. D'après la conception matérialiste de l'histoire, le facteur déterminant dans l'histoire est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx ni moi n'avons jamais affirmé davantage. Si ensuite quelqu'un torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme en une phrase vide, abstraite, absurde, ce que font les postmodernes. La situation économique est la base, mais les divers éléments de la superstructure, les formes juridiques de la lutte des classes et ses résultats, les constitutions établies une fois la bataille gagnée par la classe victorieuse, ce qui est un discours, etc., les formes juridiques et même les reflets de toutes ces luttes réelles dans le cerveau des participants, théories politiques, juridiques, philosophiques, conceptions religieuses, qui sont des discours, et leur développement ultérieur en système dogmatique, exercent également leur action sur le cours des luttes historiques. Voilà.
Engels avait plié le game depuis très longtemps. Il avait déjà répondu aux critiques qui reviennent constamment contre le marxisme. Cette attaque contre les méta-récits est liée à une idée très générale des postmodernes. On ne peut pas connaître le monde de manière objective. Lyotard, encore dans le même livre, je le cite, « La vérité ne peut être vécue que comme expérience vécue de la vérité, c'est l'évidence. Et il ne s'agit pas tant de savoir si nous percevons le réel tel qu'il est, puisque précisément le réel est ce que nous percevons. » Donc, pour Lyotard et pour les postmodernes, on ne peut connaître le monde que de manière subjective, via ce qu'on dise nos sens, point final. Il n'y a aucune loi qui régit l'histoire. L'histoire n'est qu'une accumulation de hasards. Au contraire, pour les marxistes, eh bien, on peut comprendre le monde de manière objective. On comprend les lois, comme je l'ai montré avec le matérialisme historique. Et pour entrer plus dans le détail de l'application du matérialisme dialectique, je vais expliquer comment est-ce qu'on caractérise une société, actuelle ou passée, en se servant de la méthode scientifique du marxisme. Eh bien, on s'appuie sur une analyse minutieuse de sa base économique. On prend un microscope et on regarde dans le détail ce qui est en train de se passer. Par exemple, pour émettre nos perspectives pour la France. On regarde où en est le développement de la crise économique, la stagnation de la production, l'inflation, le poids de la dette, le rapport entre importation et exportation, l'impact de l'économie mondiale sur le capitalisme français. On analyse l'impact de la base économique, que je viens de décrire, sur la superstructure, l'impact de la crise économique sur la politique gouvernementale, par exemple l'accélération des politiques d'austérité, la propagande raciste et sexiste qui servent à détourner l'attention de la crise, propagande qui est un discours, comme l'expliquent les postmodernes, enfin comme nous on l'explique, mais c'est un discours, voilà, la propagande est un discours, et qui a une influence bien sûr, puis l'impact de la crise économique et de ses politiques sur la conscience des travailleurs, ça il faut l'analyser, c'est le rôle des marxistes, sur la conscience de son avant-garde, sur la conscience de la jeunesse, mais aussi l'impact de la crise et des politiques gouvernementales sur les développements dans le mouvement syndical, dans la gauche réformiste, sur la droite, etc., y compris leurs discours, qui sont impactés par la crise économique. Et dans toutes ces données, dans tous ces facteurs qu'on arrive à accumuler, eh bien, la méthode dialectique nous permet de déterminer à tel moment les facteurs essentiels, de façon à dégager les tendances fondamentales du processus. Voilà. Et une fois qu'on a ces tendances fondamentales, on met en place une action révolutionnaire, une tactique qui réponde à ces tendances. Voilà comment on applique la méthode dialectique pour comprendre ce qui est en train de se passer et comprendre ce qu'on doit faire. Alors c'est une tâche exigeante, comme l'est toute science digne de ce nom. Mais les postmodernes, eux, ils ne s'embêtent pas du tout avec ça. Pour eux, c'est bien plus simple. Comme ils considèrent l'histoire comme étant une série de hasards, la somme chaotique de l'action des hommes, etc., qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de fil conducteur, eh bien, ils négligent l'analyse de l'infrastructure économique et des rapports de production. Comme ils ne s'appuient pas sur l'analyse de la base matérielle de la société, ils tombent nécessairement dans l'idéalisme philosophique. D'ailleurs, ils rejettent ouvertement le matérialisme. Ou plutôt, comme le dit Deleuze, ni l'un ni l'autre. On n'est ni idéaliste, ni matérialiste. Vous connaissez ces gens qui disent qu'ils sont ni de droite ni de gauche? Ils sont quoi? Ils sont de droite. Voilà. Donc les postmodernes, ils sont idéalistes. On est obligé de choisir entre les deux. C'est pas possible de faire autrement, sinon on est idéaliste. Ils se concentrent notamment sur la seule étude du langage et des discours. Je vais prendre deux exemples. Michel Foucault, qui est peut-être le plus concret des postmodernes dans certains de ses livres. Par exemple, ses histoires du système pénal et des institutions psychiatriques sont remplies de données intéressantes, ça c'est vrai. Il a plein de données, mais toutes ces données-là, elles sont comme suspendues en l'air. Au lieu de faire une analyse globale, une analyse matérialiste du traitement social de la folie et de la criminalité, il fait des généralisations autour des concepts de discours et de pratiques. Entre parenthèses, il fait des généralisations. Si c'est pas un méta-récit, ça, voilà. Tous les postmodernes font constamment des généralisations, qui sont des méta-récits, mais ils ne sont pas une contradiction près. Ces discours, pour Foucault, instaurés dans la société, qui sont liés au langage, deviennent l'explication principale, première, du traitement de la folie et de la criminalité. Et Michel Foucault analyse des documents administratifs, des chartes, etc., dans lesquels certaines phrases, certains discours, certaines pratiques vont revenir souvent. Et pour Foucault, ces discours, ce langage, ces pratiques organisent, structurent la société et empêchent, c'est du post-structuralisme en réalité Foucault, et empêchent tout élément qui sortirait de ce discours de s'exprimer, c'est-à-dire à d'autres pouvoirs d'émerger. Pouvoir qui est un concept très important pour Michel Foucault, un concept qui lui est cher. Pour lui,
Le pouvoir, c'est la connaissance, qui est totalisante et qui opprime la société, et la lutte dans la société n'est plus la lutte des classes, mais la lutte de pouvoirs divergents. Qu'est-ce qui crée le pouvoir pour Foucault? La connaissance. Qu'est-ce qui crée le pouvoir? C'est la connaissance. Et qu'est-ce qui crée la connaissance pour Foucault? Eh bien, le pouvoir. Si on n'analyse pas la base matérielle de la société, on tombe forcément dans ce genre de tautologie idéaliste, c'est-à-dire que ce sont les idées qui produisent les idées et qui fabriquent la réalité. Et si on fait le sens inverse, la réalité est produite par les idées, par les idées, par les idées. Dieu. Voilà. Jacques Derrida va même plus loin. Il explique qu'il n'y a aucune réalité. Il explique, je le cite, « Il n'y a rien en dehors du texte. Rien. Il n'y a rien en dehors du discours. Rien en dehors du langage. C'est-à-dire que les mots que nous utilisons n'ont rien à voir avec les choses qu'on veut signifier. » Par exemple, cette chaise est une chaise parce qu'on lui donne un sens. Point final. Sinon, elle n'existerait pas. Chaise est une construction subjective, une construction sociale, et rien d'autre pour Derrida. Or, ces idées postmodernes, en réalité, ne sont ni modernes, ni postmodernes, ce sont de très vieilles idées philosophiques. Des idées pré-marxistes qui sont cachées sous de nouveaux déguisements. Elles font partie de l'idéalisme philosophique, mais d'un certain type d'idéalisme, de l'idéalisme dit subjectif, qui est une vieille tendance philosophique. Beaucoup de postmodernes reviennent à Emmanuel Kant, qui a expliqué la différence entre la chose en soi et le phénomène. C'est le cas de Lyotard, par exemple. Kant expliquait qu'on ne pouvait connaître la chose, la réalité, que parce que nos sens nous ont donné. C'est le phénomène. Et que cette réalité, donnée par nos sens, le phénomène, serait radicalement différente de la chose en elle-même, de la chose en soi. En elle-même, pardon. Et donc la réalité objective n'est pas possible à connaître. Au début du XVIIIe siècle, l'évêque irlandais Berkeley avance que rien ne peut prouver que la réalité existe. Rien ne peut prouver que cette chaise, cette table, etc., existe en dehors de ce que j'en perçois. Donc pour Berkeley, on doit admettre qu'on est prisonnier de notre monde intérieur, prisonnier de nos sens, et que tout est produit de l'imagination. L'évêque Berkeley était un ardent défenseur de Dieu, c'était un évêque. Et il voulait défendre par là, par sa philosophie, que toutes nos perceptions étaient données justement par Dieu. Donc, rien ne sert de comprendre le monde, rien ne sert d'essayer de le transformer. Les postmodernes se disent athées. Mais ils tombent quand même dans le même idéalisme. Parce que la question principale à leur poser, c'est si les mots et les discours ne sont pas déterminés par la base matérielle d'une société, qui les a mis dans la tête des hommes? C'est forcément un Dieu, quel qu'il soit. Alors bien sûr, cette conception philosophique va à l'encontre de toute l'expérience accumulée de l'humanité et de la science elle-même. Pour reprendre mon histoire avec la chaise là. La preuve que cette chaise existe, c'est que, je vais essayer d'élaborer une hypothèse scientifique, une perspective scientifique, on va voir si ça marche. Est-ce que cette chaise existe? Moi je pense que si je m'assois sur cette chaise, je ne vais pas tomber par terre. Et voilà, perspective confirmée. C'est aussi simple que ça. Engels expliquait, bravo, merci Gabriel. Engels a expliqué que la preuve du pudding, c'est parce qu'on le mange. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, il y en a qui se cassent la gueule des fois, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, mais on ne fait pas des lois générales avec des exceptions. Autre exemple. Quand un enfant met le doigt sur une plaque électrique, il apprend qu'il ne faut pas le faire. Et la science nous a expliqué pourquoi. On va reprendre ma loi de la transformation de la quantité en qualité. Au-delà d'une certaine accumulation de chaleur, on se brûle. Pour un enfant, la plaque au début, c'est la chose en soi. Il ne la connaît pas du tout. Il met le doigt dessus, il se brûle. Ça devient le phénomène, pour Kant, vous voyez. Il ne la connaît que parce qu'il s'est brûlé, que parce que ses sens en disent. Mais ses parents, ensuite, lui expliquent qu'il a été prouvé scientifiquement que la chaleur brûle. Et là, la plaque devient la chose, non pas en elle-même ni le phénomène, mais la chose pour lui-même. Parce que la science a expliqué pourquoi. Et bien, au-delà d'une certaine accumulation de chaleur, on se brûle. Il saura que scientifiquement, il est prouvé que s'il refoule le doigt sur la plaque, il va se rebrûler. Et ça, c'est l'histoire accumulée de toute l'humanité. Parce que c'est la même chose pour le progrès général de l'humanité et le développement de la science, qui passe de l'élément qu'on veut observer, la chose en soi, à l'élément qu'on a observé et qu'on a testé, la chose pour soi. Bien sûr, attention, même si la science n'est pas figée, la science progresse. La science ne s'est jamais fixée, ou ne doit pas se fixer, sinon c'est pas du tout une science conséquente, l'objectif de connaître toute la vérité absolue d'un seul coup, pas du tout. La science est un objectif plus modeste en réalité, c'est découvrir la vérité étape par l'application patiente
d'une véritable méthode scientifique, observer, expérimenter, corriger et appliquer à la réalité la meilleure méthode, celle qui a le plus résisté aux tests et à l'épreuve du temps. Ça vous fera penser à quelque chose pour les marxistes, c'est exactement la même chose pour le marxisme et la méthode dialectique. Elle est la méthode qui s'est avérée dans l'histoire la plus viable pour élaborer des perspectives et nous permettre de transformer la société. Et il faudra renverser le capitalisme pour dépasser le marxisme et la dialectique, c'est-à-dire libérer la science et la pensée humaine des limites qui sont imposées par le système capitaliste et la société de classe. Pour les postmodernes, les immenses progrès scientifiques, qui aujourd'hui, par exemple, nous permettent de soigner des maladies qui tuaient des millions de gens à l'époque, ne sont que la quête infructueuse d'une vérité qui n'existe pas, qui est insaisissable. Pourtant, des gens sont sauvés grâce à la science. Et beaucoup de postmodernes sont déjà allés chez le médecin et à la pharmacie. Donc, encore une fois, ils ne sont pas une contradiction près. Le fait que toutes les idées postmodernes rejettent les théories qui essaient de comprendre le monde de manière objective a des implications très graves dans la pratique. Et j'en viens aux théories intersectionnelles. Les théories intersectionnelles trouvent leur application dans ce qu'on appelle les politiques identitaires, le fameux wokisme. Elles découlent directement des idées postmodernes et ont été massivement promues dans les universités dans les années 80-90 et le sont encore. Ces théories partent du postulat que plusieurs oppressions s'entrecroisent, c'est-à-dire qu'une femme noire, par exemple, est opprimée comme femme et comme noire. Elle subit le sexisme et le racisme. Rien de nouveau sous le soleil. Le marxisme, et même avant Marx, les premiers socialistes avaient déjà dit la même chose. Mais les intersectionnels disent aussi que seul l'individu subissant l'oppression peut la comprendre. C'est là que vous voyez les bases postmodernes. Puisque la réalité n'existe que par notre perception, mais que cette réalité n'est pas objective, un blanc ne peut pas comprendre objectivement le racisme. Un homme ne peut pas comprendre objectivement qu'il y a du sexisme. Un hétérosexuel ne peut pas comprendre objectivement qu'il y a l'homophobie. Voilà. Donc la lutte, conclusion des intersectionnels, la lutte doit être réservée à ceux qui subissent l'oppression. La lutte des Noirs ne peut être que la lutte des Noirs, la lutte des femmes ne peut être que la lutte des femmes, des LGBT, celle des LGBT, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça des politiques identitaires. Parce que le facteur commun, eh bien, c'est l'identité et non la classe. Les théories intersectionnelles excluent en réalité la possibilité d'une lutte commune, unitaire contre la bourgeoisie. La bourgeoisie qui se réjouit et applaudit chaleureusement que les luttes soient fragmentées. Nous, marxistes, nous luttons contre toutes les formes d'oppression, y compris, bien sûr, quand ce sont des travailleurs qui oppriment d'autres travailleurs. Mais on s'oppose fermement à tous ceux qui divisent la classe ouvrière sous couvert de la lutte contre les oppressions. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a objectivement qu'une lutte unitaire de la classe ouvrière qui peut en finir avec le capitalisme. Tant que le capitalisme ne sera pas définitivement renversé, la classe dirigeante alimentera le racisme, alimentera le sexisme, alimentera l'homophobie pour diviser la classe ouvrière. Elle détruira les services publics, elle fermera les plannings familiaux, elle fermera les maternités, elle attaquera le droit à l'avortement, elle opprimera les minorités nationales, elle réduira des pays en cendres pour s'y disputer des sources de matières premières et des zones d'influence. Ça, c'est une réalité, c'est objectif. Donc on doit lutter dès aujourd'hui contre toutes les formes d'oppression, parce que la lutte contre les oppressions fait partie intégrante de la lutte contre le système capitaliste. Mais on doit le faire, il faut être ferme là-dessus, sur la base de méthodes qui favorisent l'unité de la classe ouvrière. Parce qu'objectivement, de par la position qu'elle occupe dans le processus de production, eh bien, il n'y a que la classe ouvrière qui peut reprendre en main l'économie, exproprier la bourgeoisie, établir le socialisme et saper la base matérielle de toutes les formes d'oppression. Par exemple, socialiser les tâches domestiques, ouvrir massivement des restaurants publics, des crèches publiques, des laveries publiques pour libérer les femmes du foyer. Parce que sous le capitalisme, ce sont elles qui accomplissent majoritairement le travail domestique et pas besoin d'être une femme, bien heureusement, pour le savoir. Au lieu d'unir la classe ouvrière, les théories intersectionnelles sont un véritable poison qui la divise. Par exemple, lors d'une mobilisation de femmes, des hommes sont tenus à l'écart, n'ont pas le droit de s'exprimer parce qu'ils sont des hommes. Si c'est des sexistes et des fascistes, ok, il faut les virer manu militari, ça on est d'accord, bien sûr. Mais même les hommes qui veulent lutter contre l'oppression des femmes ne peuvent pas s'exprimer. Des blancs sont tenus à l'écart de la lutte des noirs, des valides à l'écart de la lutte des handicapés, etc., etc. Et vont jusqu'à affirmer que ceux qui ne subissent pas l'oppression sont des privilégiés. Les blancs sont des privilégiés par rapport aux noirs. Les hommes sont des privilégiés par rapport aux femmes. Les femmes blanches, privilégiées par rapport aux hommes noirs, mais les hommes noirs privilégiés par rapport aux femmes blanches. Là, ça bug si vous réfléchissez. Ça ne fonctionne plus. C'est pas sérieux. Mais surtout, les politiques identitaires
montent les groupes opprimés les uns contre les autres. Et la bourgeoisie, encore une fois, applaudit énergiquement. Par exemple, même si des hommes proposent un programme cohérent de lutte contre l'oppression des femmes, un programme marxiste, parfois, ils ne pourront pas l'exprimer et le défendre. Et des femmes, petites bourgeoises universitaires, qui ne proposent rien d'autre que des bouillies postmodernes, qui ne participent absolument pas à la lutte contre l'oppression des femmes, elles auront la parole. Voilà. Par exemple, celles qui disent que le combat contre les oppressions de genre doit être simplement de parodier le genre. Vous savez, de parodier le genre, créer un nouveau langage, et qu'une femme peut s'émanciper comme ça. C'est faux, comme l'affirme la théorie queer, par exemple. C'est totalement faux, ça. Parce que la réalité est subjective et donc créée par la subjectivité totale de chaque individu, cette théorie refuse la lutte contre le système capitaliste et fait porter la responsabilité sur chacun qui doit se déconstruire. Il n'y a aucune lutte collective dans cette théorie. À chacun de se débrouiller avec sa déconstruction, vous voyez. Mais en réalité, même si tout le monde se mettait à parodier le genre, ce sont les femmes qui continueront à accomplir les tâches domestiques. Ça, c'est une réalité. Donc c'est une théorie totalement idéaliste et irréaliste. Et les oppressions de genre perdureront tant qu'existera le système capitaliste, parce que la classe dirigeante continuera d'alimenter les divisions de genre pour diviser la classe ouvrière. Je conclus avec un élément fondamental. On voit que les postmodernes et leur rejeton intersectionnel rejettent une perspective de classe. Mais en réalité, il faut être plus précis. Ils expriment bien un point de vue de classe, celui de la petite bourgeoisie. Une classe qui est prise en étau entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Et incapable de lier son sort au salariat, l'intellectuel postmoderne se range du côté de la bourgeoisie, même s'il le fait inconsciemment, mais il le fait quand même, parce qu'il rejette la lutte pour la transformation socialiste de la société. Donc c'est une philosophie du statu quo, qui abandonne le combat, et qui cache son conservatisme derrière un programme de lutte isolé pour la déconstruction, contre tel discours, pour changer le langage, etc., etc. Mais enfin, important à souligner, le rythme et l'intensité de la lutte des classes s'accélèrent sous l'impact de la crise du capitalisme. Et l'arrivée en masse de la classe ouvrière sur la scène de l'histoire balayera les idées postmodernes de la lutte. Dans une grève générale illimitée, l'idée que l'union fait la force devient évidente pour tous ceux qui sont en lutte. Quand les travailleurs reprennent l'outil de production, ils se rendent compte que c'est leur classe, que c'est objectivement leur classe qui les unit et que ce n'est pas leur identité. Mais on ne doit pas attendre passivement, par contre, que les jeunes et les travailleurs se rendent compte de la vacuité des idées postmodernes. On doit lutter dès maintenant pour défendre le matérialisme dialectique et le marxisme, parce que sous l'impact de la crise du capitalisme, de nombreux jeunes sont à la recherche d'idées radicales, d'idées révolutionnaires. À nous de leur prouver toute la puissance révolutionnaire du marxisme et la vacuité du postmodernisme. Et ça, ce rôle-là, cette responsabilité-là, ça fait partie intégrante de la lutte pour réarmer théoriquement la jeunesse et le mouvement ouvrier, et pour la construction d'un parti communiste révolutionnaire en France et d'une puissance internationale qui pourra définitivement renverser le capitalisme à l'échelle mondiale et débarrasser le monde de toutes les formes d'oppression.